Si toi aussi tu es fan de la première heure de la célèbre série Buffy et Angel, tu as certainement déjà dû passer une fois par les débats, les fameux débats houleux entre la relation Buffy-Angel, le Bangel, et Spike Buffy, le Spuffy. En réalité, ce débat n'a pas réellement lieu d'être. Les fans ne se posaient pas vraiment la question dès les premières saisons. Mais c'est au fil des saisons suivantes que nous proposait l'histoire entre la relation Buffy et Spike. Cette dernière a fait naître une évolution progressive des fans qui se rapprochaient et se ressemblaient de plus en plus entre ce que proposait Spike envers Buffy. En réalité, leur type de relation est bien plus ambigu que ça. Certains fans du Spuffy sont dans la réalité, ils sont assez crédibles, mais certains partent vraiment très très loin et sont allés même jusqu'à créer un certain fantasme, ce qui à mon sens dénature malheureusement une grande partie de la série et de la compréhension réelle de l'œuvre. Je vous propose de revoir tranquillement ensemble de façon objective les conditions et les rapports qu'il y a entre ces débats afin de pouvoir analyser et d'essayer de comprendre la réelle qualité de l'écriture de cette œuvre. Ando, à toi l'honneur. C'est parti. Parmi des aspects qui ressortent assez souvent de la part des gens dans ce débat en faveur de Buffy et Spike, certains qualifient la relation de Buffy-Angel comme ennuyeuse, du fait que Angel est quelqu'un de ténébreux, limite triste et dépressif, ce qui ennuie au fil du temps les lecteurs, à la différence de Buffy et Spike, qui représentent à leur sens une relation plus mouvementée et donc plus adulte. Lorsqu'on parle d'adulte, on parle évidemment de maturité. Et à mon sens, ce n'est pas parce qu'on est adolescent et qu'on est amoureux de quelqu'un que ça veut dire qu'on n'éprouve pas des sentiments matures et qu'on ne peut pas être mature. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Il y a des gens qui se connaissent à l'adolescence et qui aujourd'hui sont toujours mariés. Angel, quand je regarde le futur, tout ce que je vois, c'est toi. Faut pas jouer avec moi, Buffy. Jamais. Et même une relation qui est entre deux adultes peut être complètement immature. Mais tu n'as fait que ça, jouer avec moi. Et tu modifies les règles chaque fois que ça t'arrange. Ouais, bon, donc adulte, je veux bien essayer de comprendre. Mais là, je pense que c'est pas tellement le cas en vrai. Attention, je n'essaie pas de décrédibiliser la nature de la relation entre Buffy et Spike. Je dis simplement qu'il y a vraiment une grande différence entre la relation qu'éprouvent Buffy et Angel. Ce n'est pas du tout la même chose. Buffy et Spike, à mon sens, ce n'est pas une relation de couple, mais une relation qui est beaucoup plus ambiguë et qui peut être très intéressante. Et j'accepte même qu'elle peut être plus intéressante pour certains que celle de Buffy et Angel. Oui, l'amour, c'est avant tout se battre pour la personne. Et je suis pour ça. Mais on ne peut pas nier que, dans certains contextes, une personne qui accepte pour le bien de l'autre de la laisser vivre sa vie, ça peut être considéré comme une forme d'amour, un sacrifice, parce que justement on aime la personne et qu'on veut la laisser libre. Sauf que ce qui se passe par la suite, c'est que au final, elle développe une relation sexuelle avec Spike et donc beaucoup comparent cette relation au même titre que celle d'Angel. À mon sens, ce serait une grosse erreur, parce que ça voudrait dire que le départ d'Angel n'aurait eu aucun sens, si ce n'est que pour que Buffy recommence la même histoire avec quelqu'un d'autre. Ce qui ne servirait absolument à rien, ce serait carrément une insulte au départ d'Angel et qui le rendrait complètement inutile. Mais justement, Joss Whedon, à mon sens, a bien écrit son œuvre, et c'est parce que la relation que vont développer Buffy et Spike est totalement différente et n'a rien à voir. Même après avoir quitté Angel, ça fait déjà quelques années, elle continue de rappeler ses sentiments alors qu'ils ne sont déjà plus ensemble et qu'ils ne se côtoient plus vraiment. C'est pour dire quand même, cette relation a été ancrée en eux, ces sentiments existeront toujours. Et même dans la saison 7, Buffy refait quelques références à Angel, et celle-ci déjà fait mal. Je l'ai aimé, comme je n'aimerais jamais plus de toute ma vie. La femme que j'aime est morte. Tu l'as vraiment aimé? De tout ton cœur? Oui. C'était l'amour de ta vie et elle est morte. Voilà, donc là ici, je pense qu'il n'y a pas de doute possible. Et même à la fin, quand Angel revient, quelle est sa réaction? Bizarre quand même. Et cerise sur le gâteau, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit à Angel avant qu'il parte? Tu sais, je me projette parfois aussi loin dans l'avenir, C'est toujours bon à savoir. en imaginant qu'un jour je sois prête.
Ça risque de prendre du temps. J'ai l'éternité devant moi. Donc quelque part, cette scène n'est pas là par hasard. Vraiment, elle est là ici pour faire planer encore une fois un certain espoir qu'il peut y avoir entre Buffy et Angel, mais ça rappelle que Buffy, quand Angel est là, eh bien on ne lutte pas contre la nature de ses sentiments, ça existe bel et bien, quelque part. Bon, là Buffy elle a 22 ans. Alors, honnêtement, on va pas quand même se le cacher, entre 18, 19 ans et 22 ans, parfois il n'y a pas forcément de grande différence, t'es pas forcément plus adulte ou moins adolescent. Maintenant, prenons la saison 7. Dans la saison 7, Spike a son âme. Buffy accepte qu'elle développe donc toujours des sentiments, mais ces sentiments restent très ambigus. Et malheureusement, il s'est passé, à mon sens, tellement de mal, tellement de choses horribles dans la saison 6, et justement, on va y venir. Alors, je sais que c'est dur de parler de ça, mais la fameuse scène de tentative de viol de Spike dans la scène de bain. Je reste objectif, je parle de tentative de scène de viol parce qu'objectivement il n'a pas réussi, mais ça reste déjà une agression sexuelle et une tentative volontaire de viol. Cette scène est horrible. Buffy, parce qu'elle est la tueuse, arrive à la repousser. Si elle n'était pas la tueuse, elle n'aurait pas réussi. Donc je pense que c'est aussi ça qui atténue un petit peu quand même la douleur de la scène. Sinon ça aurait été tout simplement plus qu'insoutenable. Maintenant cette scène, ce genre de scène en elle-même, quelque part, ça casse toute idée de relations amoureuses possibles. Ce n'est, à mon sens, pas possible. Est-ce que dans une vie, vous connaissez quelqu'un qui a violé une femme et qui est en couple naturellement après avec? Moi, je sais pas. Ça me paraît complètement inconcevable. Même si la personne essaie de devenir meilleure après, dans le meilleur des cas, je pense que le truc le plus crédible, c'est que on obtient quelque part une considération, un pardon de la personne, mais envisager genre qu'après elle est en couple avec... Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça personnellement. Encore que ce qui est intéressant, c'est de voir que Buffy arrive à lui pardonner, à la fin de la saison 7 c'est ce qui se passe. Mais ce qui bloque pour la suite, pour imaginer une éventuelle relation, on va en parler maintenant. Puisque la fameuse scène donc de viol dans la scène de bain n'est pas la seule scène d'agression sexuelle de la part de Spike. Et il y a une scène importante qui, j'ai l'impression aujourd'hui, passe encore beaucoup au-dessus de la tête des gens. Vous vous rappelez de cette scène, et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez, on a Spike qui arrive par derrière, et qui littéralement la prend par derrière, et j'ai envie de dire, sans autorisation, clairement. Non, garde les yeux ouverts. Alors moi-même, au départ, à l'époque, quand je voyais cette scène, j'étais pas si choqué que ça. Mais avec du recul, quand on analyse vraiment la chose, excusez-moi, pardon de vous le dire, mais cette scène, ce qu'on voit faire Spike, clairement, c'est quoi? Je suis désolé, mais comment ça s'appelle? Je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez envie de le dire. Parce que oui, clairement, ça s'appelle une agression sexuelle non consentie. Ne me dites pas que en fait Buffy elle se laisse faire parce qu'en fait elle aime ça inconsciemment. Non, on voit qu'elle est pas à l'aise du tout. En plus c'est devant ses amis et elle fait rien. Alors c'est la tueuse, elle ne réagit pas, contrairement à la scène dans la salle de bain. Mais je vous rappelle que, excusez-moi de vous le dire, certaines personnes des fois réagissent différemment. Il y a certaines agressions, les victimes ne réagissent pas forcément. C'est pas parce que c'est la tueuse et qu'elle ne réagit pas qu'en fait ça veut dire que c'est autre chose. Et avec du recul, cette scène me choque énormément. Et malheureusement, ça a déteint également sur Buffy, puisque oui, notre chère Buffy a également pris le caractère de Spike à un certain moment, puisque elle aussi provoque des agressions sexuelles sur Spike. Oui, ça existe. Oui. Voilà, quand vous voyez ça, excusez-moi, mais c'est quoi? Là, je suis désolé, littéralement, Buffy saute sur Spike, elle lui demande pas son avis, même si Spike il refuse pas. Mais bon, consenti ou pas, ça reste une agression quelque part. Et c'est assez violent. Hein. Il faut quand même bien différencier, voilà, faire l'amour de façon douce, de façon sauvage. Et là, tout bousiller sur son passage, casser le mobilier, etc. Même s'ils sont censés être forts. C'est quand même brutal. D'ailleurs, autre scène plus tard, je vous montre. Je suis pas un animal. Tu veux voir les marques de morsure? Donc on voit que cette relation malsaine a beaucoup d'éteint sur Buffy, et lui a fait beaucoup de mal. Là où je veux en venir, c'est que même à la saison 7, si les choses s'apaisent entre eux, il y a eu beaucoup trop de douleurs, beaucoup trop de choses qui se sont passées entre eux, qui font que on peut arriver jusqu'à un certain point de pardon. Mais dites-vous qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a quand même des gens qui sont conscients de tout ça, et qui arrivent à imaginer ça. Alors pardonnez-moi, je sais que ça vient des comiques, hein, pardonnez-moi, mais voir Buffy Spike prendre du thé comme ça, les petits gâteaux, limite, hein, on manque le thé, les petits gâteaux, sur le canapé comme un couple de Plus belle la vie.
Moi personnellement j'y arrive pas, c'est pas crédible. Alors oui, on va parler des comics. Les comics. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez dire les comics ont été supervisés par Joss Whedon. Officiellement c'est supervisé. Bon alors déjà j'ai envie de vous dire qu'avant tout que Buffy c'est une œuvre télévisuelle. D'accord, une œuvre de série TV. Buffy c'est pas Avengers, c'est pas les comics. Personnellement, volontairement les comics je ne les prends pas en compte et je vais vous expliquer pourquoi ces raisons sont légitimes à mon sens et qu'elles le sont pour bien d'autres personnes. Alors oui, Joss Whedon a supervisé la série, mais aujourd'hui vous n'êtes pas censé sans savoir que très souvent lorsqu'il s'agit de pseudo-suites pour faire plaisir aux gens etc dans un autre format, voilà, en fait on a le nom de la personne qui est là un petit peu pour dire voilà, il y a Joss Whedon, il est là, c'est vraiment pour qu'il y ait son nom, mais en réalité il fait pas grand chose. Non, parce que ne me dites pas et ne croyez surtout pas que Joss Whedon il était là vraiment à 100% dans le projet, qui regardait tout, non. Joss Whedon déjà il a fini sa série à la saison 7, sinon pourquoi est-ce qu'il aurait arrêté autant qu'il continue en fait la série télé? Pourquoi il a continué dans les comics alors? Alors il avait un droit de regard effectivement, mais je pense qu'il a laissé faire le truc comme font plein de scénaristes bien plus qu'on ne le pense. Et je suis désolé mais quand on voit la qualité des comics, franchement il y a plein de trucs qui me laissent très dubitatif, et si je me dis que c'est Joss Whedon qui a fait ça volontairement, là je me dis c'est pas possible, je le reconnais pas. Joss Whedon c'est un génie quoi qu'on en dise. Passer d'une série incroyable télévisée Buffy Angel à ce qu'on voit dans les comics, non là ça craint. Oui, parce que parlons-en. Alors, on a quoi? On a donc Buffy et puis tout le gang qui arrive en combinaison futuriste, en volant et tout, bon, ok. Dawn qui devient géante. Buffy qui devient lesbienne. Si encore ça a apporté quelque chose narrativement au personnage de Buffy, son évolution. Mais en fait, cet arc n'a servi à rien. Alex et Dawn ensemble. Alex, c'est un petit peu le grand frère de Dawn. Spike qui va sur la lune. Laissez-moi vous dire un truc, encore une fois, je l'ai toujours dit et je le répéterai, puisqu'on a la suite de Buffy donc qui va être adaptée donc en série télé. Laissez-moi vous dire que les scénaristes, s'ils veulent du jour au lendemain balayer toute l'histoire des comics, déjà parce que ça va être plus simple pour eux, parce que faire une suite et d'essayer de prendre en compte tout ce qu'il y a dans les comics, ça va être très compliqué. Donc ils vont très certainement balayer tout ce qui s'est passé et prendre en considération, faire par exemple comme si c'était dans un univers alternatif, voilà, c'est une raison comme une autre. Et oui, je suis désolé, et ben c'est possible, il y a plein de réalisateurs de films qui ont déjà fait des choses comme ça. On reprend par exemple la saga Terminator. James Cameron de lui-même l'a fait, hein, James Cameron quand même, un grand réalisateur. Il a pris par exemple le 3, le 4, le 5 et s'est dit on va faire comme si ça n'existait pas et on va faire une vraie suite. Bon, malheureusement il s'est planté, mais il a voulu faire comme si ça n'existait pas, le reste. Et heureusement d'ailleurs. Autre chose, également quelque chose que voilà avec laquelle j'ai du mal dans les comics, c'est la relation entre Buffy et Spike. La relation entre Buffy et Spike qui naît, j'ai l'impression pour faire plaisir à certains fans. Pareil, elle me paraît pas tellement crédible, c'est bizarre, voilà, on dirait qu'ils sont... Ça essaie de faire une relation un peu genre plus belle la vie, etc. Moi, des fois, quand je regarde, j'ai envie de rigoler. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Les réactions des personnages ne sont pas crédibles. Ce ne sont pas les mêmes. On dirait que Spike, à chaque fois, il appelle Buffy tueuse. Il l'appelle tueuse sans arrêt. Comme si c'était un espèce de tic là qui représentait un peu genre un gimmick qui représente Spike. Qu'il fallait le retranscrire dans la BD. Parce que sinon, on dirait qu'on le reconnaît pas. Tellement que la BD est mauvaise et justement, il faut mettre dedans des gimmicks pour qu'on reconnaisse bien les personnages. Angel à un moment donné qui apprend la relation donc entre Buffy et Spike, tu vois Buffy et Spike main dans la main avec Spike comme ça devant Angel, normal. Alors non, puis Angel qui est là et qui finalement accepte tranquillement cette relation avec Spike, voilà, il considère Spike comme son poteau, ouais, lui fait pas de mal, hein, t'inquiète pas. Angel il aurait pas réagi comme ça, mais enfin bref. Bon bah à la fin malheureusement en plus ils finissent par se séparer, donc encore une fois une relation qui ne sert à rien, même dans les comics. J'oubliais aussi Warren écorché vif qui est toujours en vie. Je veux dire, vous avez même pas voulu faire d'effort de mettre Warren normal en fait, non, vous avez voulu le mettre avec sa peau écorchée vif. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il y a Willow qui sort avec un démon tout dégueulasse qui ressemble à rien. Là, bon bref, vous comprenez pourquoi je pense qu'il vaut mieux balayer complètement les gimmicks, à mon sens. Prenons un autre exemple. Malheureusement, Michelle Trachtenberg, encore une fois, nous a quittés. J'ai fait une vidéo sur elle. Ce qui va donc nécessiter, je pense, de trouver une alternative, une issue pour le destin de Dawn. Très certainement, je pense que le mieux à faire, c'est qu'elle décède, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit toujours là, alors que l'actrice est morte. Ce sera encore plus frustrant, je pense, pour les fans. Il vaudrait mieux assumer que elle aussi, le personnage de Dawn, soit morte, parce que pour nous, c'est un peu en fait les deux. Ce qui impliquerait donc
le fait que Dawn soit morte, si on prend en compte les comics, que Alex soit veuf une deuxième fois. Déjà avec Anya, et là encore avec Dawn. Alors, par pitié, on va laisser Alex tranquille, parce que je pense que le pauvre, il a quand même assez souffert. Il est censé être quand même jeune dans les comics. Bon, après, vous allez me dire, dans la suite de Buffy, ils sont censés avoir vieilli, mais quand même, laissons Alex tranquille, j'ai pas envie de lui infliger ça, d'accord ? Il y a donc une scène qui revient beaucoup, c'est le fameux « je t'aime » de Buffy à Spike à la fin de la saison 7. Alors à mon sens, encore une fois, et donc pour beaucoup de gens, et c'est ce qui prouve encore une fois que c'est pas un fait non interprétable, c'est interprétable, ce « je t'aime » peut avoir plusieurs sens, et en plus il est vraiment nuancé par rapport au contexte de la situation. Il faut comprendre que Buffy voit qu'elle est en train de perdre Spike, elle comprend ce qui est en train de se passer, elle est dans l'émotion, elle lui dit « je t'aime ». Qu'est-ce que répond Spike à ce moment-là ? Non, mon cœur. C'est gentil de le dire. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, parce qu'il est inutile de s'inventer des raisons, le fait est que Spike lui répond « non, mon cœur, mais c'est gentil de le dire », il y a bien une raison, parce que ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de comprendre scénaristiquement parlant si Spike n'avait tout simplement pas répondu une phrase comme ça, ambiguë. Il aurait tout simplement dit Cargar, merci, ou quoi que ce soit. Il a répondu non, mon cœur, mais c'est gentil de le dire. Cette phrase a un sens. Ça montre que c'est pas aussi simple et aussi concret que ça, les sentiments de Buffy. Quand Spike lui répond ça, qu'est-ce que répond Buffy ? Essaie-t-elle de le contredire ? Eh ben non, elle dit rien. Elle dit rien parce que quelque part, elle comprend ce qu'il dit, elle comprend qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, et c'est un peu, à mon sens, c'est comme si, quelque part, elle lui disait je sais, je suis désolé, que je ne pourrais pas t'aimer comme toi tu le voudrais, mais elle l'aime d'une certaine façon. Alors elle l'aime, quand je dis ça, on peut reprendre une autre scène aussi, celle-ci par exemple. Je t'aime. Voilà, clairement Alex n'est pas amoureux de Willow, c'est sa meilleure amie. Bon, c'est peut-être pas exactement la même chose ici, le même type de relation, mais encore une fois c'est pareil. Et puis il y a à mon sens quelque chose de très simple à comprendre pour essayer vraiment de se faire une vraie opinion là-dessus. On va essayer de prendre toutes les scènes où Buffy en fait parle de ses sentiments envers Spike, mais de façon vraiment lucide. J'ai des sentiments pour toi, je l'avoue. Mais ce n'est pas de l'amour. Je n'aurai jamais assez confiance en toi pour t'aimer. Encore une fois, on lui pose la question... Est-ce que tu l'aimes ? Non, mais j'ai des sentiments pour lui. Voilà, donc c'est pas qu'une seule fois. Elle est pas en train de lui dire ouais, je sais pas trop. Voilà, elle prononce des mots en fait. Elle dit non, je ne suis pas amoureuse de lui, mais j'ai des sentiments. Et cela va même jusque dans le dernier épisode, le tout dernier épisode. Encore une fois. Et non, je ne me vois pas couler une vieillesse heureuse aux côtés de Spike. Là, elle dit quand même quelque chose qui est assez fort. Alors, il y a Angel, ok, mais je pense que là, elle est dans une conversation qui est lucide. Si on prend la définition de l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour, sauf vraiment dans des cas de coup de foudre ou quoi que ce soit, mais ici c'est pas le cas, dans la plupart des cas, l'amour c'est quelque chose qui est construit, qui ne se fait pas en un instant ou même du jour au lendemain. C'est quelque chose vraiment qui est assumé, qui est sûr quand on aime quelqu'un. D'ailleurs, en fait, on est sûr, on ne se pose pas la question, est-ce que ceci, est-ce que cela, quand on aime réellement, on le sait, on ne se pose pas de questions. Là, on a quand même plusieurs scènes où Buffy nous explique clairement la nature de ses sentiments jusqu'à la fin, et on a une dernière scène où, sur le coup de l'émotion, Buffy nous dit qu'elle l'aime, parce qu'elle a peur de le perdre. Alors, très sincèrement, est-ce que vous préférez faire confiance à plusieurs scènes où Buffy dit clairement ce qu'elle ressent jusqu'à la fin de l'épisode, de façon assez rationaliste, ou une seule scène où il y a un contexte qui est quand même à prendre en compte, qui agit beaucoup sur le plan psychologique, et où elle est complètement dans l'émotivité? Bah excusez-moi, mais moi je préfère prendre le premier cas. Alors oui, il y a une interview de Joss Whedon, à un moment donné, dit à Buffy, voilà, dans cette scène, s'il te plaît, je veux que tu l'aimes de tout ton cœur, donne tout. Encore une fois, alors oui, malheureusement, Joss Whedon, en plus il le sait, c'est ce que je viens de dire, mais l'amour ça ne se fait pas comme ça. Tu vas pas dire jusque dans le dernier épisode mes sentiments sont ça, et en fait d'un seul coup, ah bah non finalement, voilà. Je pense qu'il a voulu dire ça à Buffy, pour que le caractère en fait essaie de s'impliquer réellement dans cette scène et qu'il y ait vraiment une émotion. Mais c'est pas vraiment quelque chose de rationaliste. Ensuite on peut prendre un autre exemple. Quand finalement Spike se sacrifie, la réaction de Buffy c'était quoi à la fin?
Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Spike. Elle est émue, mais vous voyez, elle est pas affectée au point d'en pleurer. Voilà, je pense qu'elle a compris qu'en fait, que Spike a accompli sa destinée, elle est fière de lui. Alors que quand Angel la quitte dans la saison 3... Pour l'instant, j'ai plutôt envie de mourir. Voilà, là autant vous dire que là on a vraiment une réaction qui est plutôt réaliste en général dans une fin de relation. Il a la scène où donc Angel demande à Buffy, donc tu es amoureuse de lui à la fin de l'épisode, du dernier épisode. Buffy lui répond... Je t'ai dit que non, mais il a une place dans mon cœur. Voilà, donc Buffy lui répond en français, non, mais il a une place dans mon cœur. Prenons la traduction anglaise. Buffy répond... He's not, but he is in my heart. Alors, en fait, en réalité, cette phrase, il y a plusieurs interprétations. La phrase « He is in my heart » veut dire « il est dans mon cœur ». Il est dans mon cœur, retenez bien que quand on prend la phrase « he is », ça peut vouloir dire « il est », EST, ou « il l'est », L'apostrophe EST. Ça dépend de quoi on parle. Voilà, est-ce que c'est ton amoureux? Yes, he is. Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce qu'il est amoureux? Yes, he is. Et là, pourtant, on a oui, il est ou oui, il est. Mais ici, qu'est-ce qu'on prend en compte? Est-ce que Buffy, en gros, elle pourrait vouloir dire soit oui, il est, est-ce que c'est ton petit ami? Non, mais il est dans mon cœur. Ce qu'elle dirait en anglais, ou elle dit non, mais il est dans mon cœur. Et en l'occurrence, c'est bien cette seconde option qui est prise en compte. Tout simplement parce que de dire... Et pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que de dire est-ce que c'est ton petit ami? Non, mais il est dans mon cœur ne veut absolument rien dire. C'est soit il l'est, soit il l'est pas. S'il est dans ton cœur, c'est que c'est ton petit ami. C'est soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Ça ne veut rien dire. Et donc la traduction française, elle est correcte. Je pense que tout le monde a compris ça comme ça. Oui, mais il est dans mon cœur, c'est-à-dire il a une place dans mon cœur. C'est ce qui se passe dans toute la série. C'est comme ça qu'on le comprend. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Parlons de l'amulette. Vous n'êtes pas censé sans savoir que l'amulette en fait devait être destinée quelque part à Angel de la part de Wolfram et Hart. Angel en fait s'est dégonflé, malheureusement, il s'est dégonflé. Il se considère pas comme un champion et donc ça va avec le développement de son comportement puisque dans la saison 5 on va voir qu'Angel il est devenu un petit peu dépressif, voilà, et donc il se déconsidère. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Il dit donc c'est pas moi, donc voilà, tu donnes à quelqu'un qui se considère comme un champion. Angel propose à Buffy de l'accompagner dans la bataille finale. Qu'est-ce que Buffy fait? Elle refuse. Il y a Spike, mais il y a une raison, et elle le dit clairement. Si jamais la force gagne, une fois qu'elle aura pris Sunnydale, il lui faudra une journée, peut-être quelques heures, pour s'emparer du reste du monde. Et il faudra que tu sois là pour l'en empêcher. Elle ne veut pas en fait qu'Angel participe à ses côtés, pour une seule raison, en fait, elle veut le préserver. Elle sait qu'il y a un grand danger, et elle sait quel rôle Angel peut jouer, et que si jamais ça ne marche pas et qu'il perde dans la bataille finale, Angel peut être le dernier rempart, le dernier secours. Elle a confiance en lui, et aussi parce que quelque part, en fait, il y a ses sentiments qui rentrent en jeu, et elle ne veut pas en fait le mettre en danger. Qu'est-ce qu'elle fait avec Spike quand elle voit que Spike clairement a une besoin de reconnaissance, de se sentir valorisé? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne l'amulette. Clairement, elle ne pense plus en fait à ses propres sentiments, elle agit en fait en pensant uniquement à Spike pour lui. Elle sait qu'il a besoin quelque part d'une considération, voilà, d'être reconnu, elle lui donne l'amulette pour lui. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas ses sentiments qui rentrent en jeu. Elle se dit pas, j'ai pas envie qu'il se sacrifie pour moi, parce que oui, elle se doute bien qu'il y a un danger, que cette amulette, elle n'est pas forcément là par hasard. Avec Angel, malgré tout, elle aurait pu avoir le même comportement, mais elle a préféré, il y a ses sentiments qui ont pris le dessus, elle a préféré le préserver et lui dire non, s'il te plaît, par là-bas. Et Angel lui a dit qu'il va faire une seconde ligne de défense. Très honnêtement, est-ce que vous pensez qu'en temps de paix, Buffy essaierait de chercher Spike pour le retrouver? Je pense pas, d'ailleurs, c'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, en plus, j'ajouterais même que même Spike, dans la saison 5 d'Angel, alors au début, oui, parce qu'il est un peu désorienté, mais au final, il essaie pas de la rejoindre. On dit souvent que Spike mérite plus Buffy qu'Angel parce qu'il l'a plus respecté, qu'il est plus amoureux d'elle. Alors non, c'est faux. Je suis désolé, mais Angel a toujours respecté Buffy. Il est jamais allé voir ailleurs. Sachant qu'il était censé aimer Buffy, vraiment. Alors que Spike, je rappelle, qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il a retrouvé son corps? Dès qu'il a retrouvé son corps, hein, et qu'il était censé aimer Buffy, qu'est-ce qu'il a fait? Vous, on a besoin de votre bureau. Dehors. Bon bah, pas de commentaires, hein, pas très cool quand même. Il y en a beaucoup aussi qui disent
que en fait Spike il l'aimait avant d'obtenir son âme et qu'il l'aime après son âme, donc il l'aime plus qu'Angel l'a aimé, parce qu'Angel ne l'a aimé que avec Buffy que quand il avait son âme. Alors excusez-moi, c'est un peu débile, là, pardonnez-moi de vous le dire. C'est tout simple. En fait, Angelus n'a pas connu Buffy en premier. C'est Angel qui a connu Buffy, il était là d'abord. Donc forcément, voilà. Et puis Angel et Angelus sont vraiment représentés comme deux entités distinctes. D'ailleurs, quand Angelus revient dans la saison 2 de Buffy, rien nous dit qu'à la longue, il n'aurait pas fini par faire une obsession amoureuse au sujet de Buffy. On voit qu'il commençait à faire une obsession. Rien nous dit que ça se serait pas passé. Je voulais te faire mes adieux. Tu es la seule chose dans cette dimension que je regretterais. Et j'ajouterais également que Spike, ok, a su aimer Buffy sans son âme, mais il a su également être le seul d'ailleurs à essayer de la violer sans son âme. Angelus n'a jamais fait ça. Non, jamais. Et d'ailleurs, je pense que c'est dû à la nature de la relation entre Buffy et Angel. Les scénaristes n'auraient jamais pu montrer une scène de viol entre eux. Ce serait tout simplement abominable. Spike mérite plus Buffy qu'Angel parce qu'il est allé chercher son âme, alors qu'Angel, son âme est une malédiction. Alors déjà, on va parler de qu'est-ce que le récit raconte au sujet donc de ces deux personnes et de leurs âmes. Spike, c'est quelqu'un dans la série donc qui a eu sa puce, etc., quasiment tout le long, qui n'a jamais été respecté. D'accord ? À la fin, donc il se bat pour se faire une place dans le Scooby, alors qu'il a sa puce, qu'il peut pas, qu'il est obligé, donc il a souffert quelque part. Je suis resté près de vous pendant tous ces mois. Le personnage, à la fin, il obtient sa récompense. Sa récompense, c'est son âme. Il devient quelqu'un de bon. Et c'est ça que le personnage obtient. Au final, moi, personnellement, j'ai l'impression que le personnage a été quand même abouti. Je le vois pas forcément redevenir humain. C'est trop, je pense. Il a déjà obtenu sa récompense. Et malheureusement, Angel, encore une fois, on va dire que je défends Angel, mais lui, dès le départ, on le présente comme quelqu'un qui a été maudit, qui a une âme, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se bat en fait. Il se bat pourquoi ? Pour prouver qu'il mérite l'âme qu'on lui a donnée. Et ce qui est triste, c'est qu'à la fin de la série, il n'obtient rien. Il n'a pas de récompense, c'est toujours le même. Alors que Spike, lui, quand il a son âme, au final, il se bat pourquoi ? Pour pas grand-chose, pour Buffy, pour un petit peu d'égoïsme en fait. Il se bat pas vraiment pour sauver le monde, lui ça l'intéresse pas. Il le dit même d'ailleurs dans la saison 5, d'Angel. L'acquisition donc de l'âme de Spike, le but. Alors, il y a deux lectures en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent en fait que dès le départ, Spike avait cette volonté, il voulait aller récupérer son âme, il voulait aller chercher son âme, et que tout ce qui se passe en fait dans la grotte, etc., c'est un twist, d'accord ? Et qu'en fait, voilà, donc le démon, en fait, on s'est fait piéger. D'ailleurs, Joss Whedon le dira lui-même, sauf que même si Joss Whedon le dit, il y a plusieurs choses qui ne vont pas à mon sens, et vous allez voir que je ne suis pas le seul à penser ça. Malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans cet arc-là. Si Spike était volontairement allé chercher son âme et rien d'autre, le texte aurait été quand même moins ambigu, un peu plus explicite, mais tourné suffisamment intelligent pour que, effectivement, il y ait une possibilité de double lecture dont on peut se rendre compte après. Sauf qu'ici, qu'est-ce que Spike fait ? Il parle uniquement de sa puce. Et je suis désolé, mais on reprend la phrase. Depuis qu'on a posé cette maudite puce dans ma tête, ma vie est un cauchemar. Je ne me reconnais plus. En anglais, c'est à peu près pareil. Ever since I got this bleeding chip in my head, things ain't been right. Là, alors, ok, il dit pas clairement « je veux que tu me retires la puce », mais ça sous-entend clairement quand même que, voilà, il veut qu'on lui renlève la puce. Le démon, d'ailleurs, lui répond. C'est-à-dire qu'il répond à ce que lui demande « tu souhaites redevenir ce que tu étais avant ». Là, on comprend que c'est le vampire qui était avant, voilà, le démon qui pouvait tuer tout le monde. C'est pas genre l'être humain. Non, on comprend ça comme ça. Et j'ai envie de dire, si Spike voulait simplement récupérer son âme dès le départ, pourquoi tout simplement il a menti ? Il suffisait, d'un point de vue scénaristique, d'avoir un double discours. Il dirait par exemple, voilà, depuis que j'ai connu la tueuse, mon destin, voilà, ma vie est un enfer. J'ai envie de retrouver ma vie d'antan, Mais là ici, en fait, tout simplement, il parle de sa puce, mais sa puce n'a rien à voir là-dedans. De toute façon, comme beaucoup de gens le disent, et c'est vrai, même avec sa puce, Spike, il peut frapper Buffy. Donc avec ou sans, ça n'a aucun sens. Et justement, donc, pourquoi il parle de sa puce ? Encore une fois, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai une explication. Quand il veut qu'on lui retire sa puce, en fait, il parle pas forcément que de Buffy. Il veut qu'on lui retire sa puce
Voilà, qu'on lui enlève ou pas, il peut toujours frapper Buffy. Mais s'il veut qu'on lui retire sa puce, c'est pour redevenir ce qu'il était avant, c'est-à-dire pouvoir tuer des gens en général, pouvoir faire ce qu'il veut, être le démon qu'il était avant. Ça ne centre pas que, ça ne tourne pas que autour de Buffy, évidemment. Plusieurs personnes l'ont fait remarquer, on a l'impression, en fait, donc ça a été écrit clairement comme ça, et même moi encore j'ai du mal, je suis désolé quand je vois la scène et que je vois Spike clairement dire depuis que cette puce est dans ma tête c'est une saloperie, il dit clairement qu'il veut qu'on l'enlève, enfin il sous-entend qu'il veut qu'on l'enlève, le démon lui répond, et en plus de ça il parle mal sur Buffy quand même, hein, il lui traite de pourriture, de bitch en anglais, enfin... C'est bizarre quand même, ça colle pas tellement avec une éventuelle volonté totale de juste vouloir récupérer son âme, quoi, en fait. Et j'ai l'impression également qu'en fait, ça a été écrit comme ça, mais qu'après, peut-être au début de la saison 7, les scénaristes ont jugé ça plus intéressant de se dire, non, en fait, au départ, ok, on avait écrit ça comme ça, Spike voulait qu'on lui enlève sa puce, et donc le démon lui a rendu son âme par accident, au final. Mais en fait, non, ce serait plus intéressant, au final, les gars, qu'on fasse genre, non, Spike est allé chercher volontairement son âme depuis le départ, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on sent que, quand Joss Whedon répond, même, c'est dit en majuscule, vraiment, il essaie vraiment de dire haut et fort, comme s'il voulait vraiment se justifier, de dire, non, vous vous êtes fait tout savoir, c'est ça qu'on voulait faire, les gars. On a le sentiment, quelque part, que Joss Whedon a compris qu'il avait fait, malheureusement, une erreur d'écriture. Et oui, parce que Buffy a beau être une série quasiment parfaite, objectivement, il peut y avoir des erreurs d'écriture de temps en temps, même si ça change pas trop l'histoire. Et au final, ils ont essayé de se rattraper un peu, de se protéger en disant non, mais en fait, c'était un twist. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir faire la suite comme on veut. Et je suis désolé de vous le dire, mais des réécritures d'histoire comme ça, ça a été fait par beaucoup d'œuvres. Mais maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez. C'est soit vous acceptez ce que l'auteur dit, même si c'est malheureusement pas écrit comme ça, soit vous prenez en compte ce qui a été écrit. À partir du moment où une œuvre a été écrite, vous ne pouvez plus revenir dessus si c'est trop facile. Je pense peut-être qu'en vrai, Spike était nuancé par rapport à ses sentiments. Il avait, je pense, d'une certaine façon envie qu'on lui retire sa puce, même si peut-être indirectement, il avait également envie, au fond de lui, qu'on lui donne aussi une âme. Le point commun qu'on peut trouver par rapport à ces deux envies, c'est tout simplement que Spike devienne libre. Parce qu'à la fois on lui retire sa puce, il redevient libre. Si par hasard on lui rend son âme, quelque part il sait qu'il pourrait être meilleur pour Buffy. Mais pour lui, le principal c'est de se sentir libre, d'arrêter de se torturer. Je pense que voilà, le démon lui a rendu son âme plus par accident. De toute façon, c'est assez ambigu toute cette histoire, mais dans tous les cas, dire que Spike en fait dès le départ c'était clairement juste pour récupérer son âme, etc. que pour moi c'est une idée qui est fausse telle que ça a été écrit. Maintenant, si on prend les acteurs ont déjà essayé de traiter le débat, et Sarah Michelle Gellar, la principale intéressée, a toujours dit, donc elle a redit plusieurs fois qu'elle choisirait Angel si elle devait choisir en tant que Buffy. On lui a même reposé la question une deuxième fois, elle a répondu toujours Angel. Et ce qui est assez incroyable, c'est que David Bornaz, lui aussi, est totalement d'accord. Il est même à fond là-dessus, il dit non, c'est son premier amour le vrai, voilà, c'est moi, un point c'est tout. Et même Joss Whedon, il a dit... Alors, pour vous montrer certains exemples vraiment de fans de Spike qui sont, je trouve, vraiment dans l'absurdité. Exemple ici, voilà, Spike aimait Buffy plus qu'Angel. Bon, alors déjà, ok. Non, mais ok, bon, très bien, ok. Voilà. Le mystérieux individu répond, non, il l'a traqué depuis qu'elle avait au moins 14 ans. On parle d'Angel ? 14 ans ? Ah ouais, Angel est un pédophile en fait. Mais non. Attention, là je vais vous montrer quelque chose, et là je crois que vous n'êtes pas prêts. Alors, petite devinette. Regardez bien cette scène. Alors, comment c'était de revoir Angel? Disons que c'était intense. Ok, regardez bien cette scène. Ce que je voudrais, c'est une bonne glace. Tu n'as pas envie d'une glace? J'adore ça, justement. Et regardez bien cette scène. D'après vous, question, est-ce que vous voyez un lien entre ces trois scènes, lien de cause à effet? Je vous laisse réfléchir. Alors, si vous ne voyez aucun lien entre ces scènes-là, je vous rassure, vous êtes normal.
Parce que selon une théorie, en réalité, lorsque Buffy et Angel se sont rencontrés dans la saison 6, la fameuse scène qu'on n'a pas vue, Angel aurait dévoilé à Buffy la fameuse journée qu'ils auraient vécue ensemble lorsqu'Angel était humain dans la saison 1 d'Angel. Alors ça, pourquoi pas, j'adopte cette théorie. Ce à quoi Buffy aurait très mal réagi, se serait retourné contre Angel, et une fois le pauvre Angel retourné chez lui au motel, il se serait vengé en invitant Fred à manger une glace. Ouais. Moi aussi je suis fatigué. Bon, et puis je citerai pas aussi, soi-disant, qu'il y en a qui pensent que Spike, dès la saison 2 de Buffy, avait une attirance folle pour Buffy. Voilà, regardez-le, regardez son regard plein de désir, plein de sensualité. Il kiffe, il a envie de se rassasier d'elle. Il y en aura ils sont prêts à réécrire toute l'histoire en fait. Hein. Arrêtez. En fait, arrêtez et acceptez Love telle qu'elle est, sans déconner. Parce que, cette fameuse scène dans la saison 7, dernier épisode, quand on voit Buffy et Spike enlacés dans le lit. Alors, il y en a certains qui pensent, mais Buffy et Spike n'ont pas couché ensemble à ce moment-là. Non, ils ont dormi ensemble, ils n'ont pas couché ensemble. Non. Juste non. Allez, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a des photos promotionnelles, par exemple? Alors, Buffy et Angel, bon, c'est clair. Et Buffy et Spike. Non, alors ça, encore une fois, c'est pas une photo de couple. Moi, je te parle d'une photo de couple, avec le regard et tout ça. Non. Ça, c'est dans un rêve, encore une fois. Mais non, mais ça, c'est dans l'épisode Le mariage de Buffy, ils étaient pas eux-mêmes. Encore un rêve. Ah non, mais là, je peux pas, là. Mais non.